Bienvenue à tous dans cet amphithéâtre. Alors, il y en a qui connaissent très bien la maison puisqu'ils sont membres de la Société de géographie. Bienvenue surtout à tous ceux qui ne sont pas encore membres, tous ceux qui ne sont pas encore donateurs. Vous avez vu que nous avons une vaste plaque de marbre qui est vide et qui ne demande qu'à être remplie. En tout cas, vous êtes ici dans la plus vieille maison de la géographie qui existe au monde, puisque notre société qui a été créée en 1821, nous avons fêté notre bicentenaire il y a 2 ans, et vous avez quelques-uns des fondateurs dont les noms sont inscrits sur la plaque au-dessus de la porte. Notre société vit dans cet immeuble qu'elle a construit en 1877. Depuis cette époque, et la chance extraordinaire pour une association, c'est d'avoir pu conserver cet immeuble, de le faire vivre, de l'entretenir, le restaurer, grâce bien entendu au concours d'un de nos partenaires qui est une école de commerce qui occupe les locaux habituellement dans la semaine, l'IPAG. Et nous les remercions de ce partenariat qui dure maintenant depuis 45 ans, pratiquement, presque 45 ans, sans lequel on ne pourrait évidemment pas vivre, même si vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer, puisque nous avons dépassé le 900e adhérent de la Société de géographie. On est encore un peu loin des 3000 du 19e siècle, mais c'est très bon signe. Et l'une des raisons, je le signale, il y a quelques étudiants parmi vous, pas encore très nombreux, mais nous avons pensé qu'il fallait favoriser l'inscription des jeunes étudiants et lycéens à la Société de géographie, et donc avec des conditions financières exceptionnelles qui leur permettent d'adhérer, de recevoir toutes les publications et d'avoir accès aux archives et à la bibliothèque de la Société de géographie. Et comme ces archives et cette bibliothèque sont hébergées depuis 1942 par la Bibliothèque nationale, département des cartes et plans, je salue la directrice générale de ce département et le conservateur en chef Olivier Loiseau, donc Eve Netchin et Olivier Loiseau qui sont là. Donc les adhérents ont la possibilité, vous le savez, d'aller travailler dans tous les départements de la Bibliothèque nationale, ce qui est un grand privilège. Donc je le dis, sans faire de publicité, mais néanmoins un tout petit peu, pour 14 €, les jeunes peuvent avoir accès à tous ces avantages. Je ne sais pas si on entend bien, j'ai l'impression qu'il y a... Si, ça va ? Bon, très bien, parce qu'on a essayé de rénover le système de micro, c'est toujours un peu compliqué. Alors, donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de cérémonies des prix nous avons eues jusqu'à maintenant. Pour le Grand Prix, c'est le 101e Grand Prix qui sera délivré cette année, mais il y a eu des cérémonies depuis les premières années de la Société de géographie, peut-être pas tous les ans. L'une des grandes cérémonies a été évidemment la remise de la médaille d'or à René Caillé, qui a dû être une des premières, donc à la fin des années 1820, qui avait découvert Tombouctou. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de découvreurs de lieux nouveaux à la société, mais néanmoins, on a des géographes qui contribuent à enrichir le savoir dans cette noble discipline. Alors, donc, en ce 202e anniversaire de la Société de géographie, je déclare ouverte la séance de remise des prix, des grands prix, du Grand Prix et des prix de la Société. Ces prix sont délivrés après un long processus. Nous recevons des livres de beaucoup d'éditeurs et nous en demandons lorsqu'ils ne nous les envoient pas. Et il y a un jury que préside notre vice-présidente Françoise Hardier-Carras, que je remercie pour ce lourd travail, et puis Philippe Baumer, je ne sais pas s'il est dans les parages. Ah, il est là, voilà, Philippe Baumer, qui est le secrétaire de la commission des prix. Il y a une dizaine de membres, je crois, dans la commission des prix, une dizaine de membres, et nous avons une réunion qui dure une demi-journée, qui n'est pas d'une grande tension, mais néanmoins, on essaye de retenir quelques lauréats qui représentent différentes voies de la géographie. Donc il n'y a pas uniquement les universitaires, mais évidemment il y a toujours 1 ou 2 universitaires, et de façon à ce que ces prix soient accompagnés d'une petite dotation financière. Nous n'en délivrons que 3 par an. Il y a une époque où il y en avait 10 ou 12, mais ça n'était qu'une petite médaille, et nous avons pensé qu'il valait mieux en avoir moins et mieux les mettre à l'honneur, leur permettre aussi de répondre à l'éloge qui est fait de leur livre ou de leur œuvre, et que la cérémonie ne s'éternise pas. Donc il y a 3 prix de fondations qui correspondent à des fondations souvent remontant au 19e siècle, dont nous avons dépensé tout le capital, mais nous prenons sur nos ressources actuelles, et un grand prix chaque année.
Et puis Françoise, qui préside cette commission, a pensé il y a quelques années qu'il fallait que ce soit un moment convivial, festif, chaleureux, et donc il y a toujours de la musique et immédiat. Alors je remercie aussi bien entendu le vice-président François, l'amiral François Bellec, qui est à la gauche de Françoise et qui participe activement à la vie de la société, et notre secrétaire général Jacques Gonzalez, qui est à ma droite, ainsi que tous les membres du conseil d'administration très très actifs. Si vous n'êtes pas adhérent, il n'est que temps que vous adhériez à la Société de géographie. Voilà, je vous donne tout de suite la parole à notre vice-présidente, présidente de la commission des prix, Françoise Ardillet. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je rejoins mon accueil à vôtre, parce que je suis contente que tout le monde puisse participer à cette cérémonie et surtout toucher du doigt ce qu'est la géographie à travers des ouvrages qui n'ont pas forcément un intitulé géographique ou un auteur géographe, mais qui traitent de la géographie et qui sont de toute façon très imprégnés de la géographie. Alors, une nouveauté cette année, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui suivent attentivement les petits documents d'invitation. Une nouveauté, c'est la présence d'une illustration qui correspond à une richesse incroyable de notre fonds on va dire, d'objets qui viennent des explorateurs qui ont parcouru le monde pour la géographie, pour la Société de géographie depuis sa fondation. Cette année, avec Philippe Baumer, on a ajouté notre dévolu sur un cadran équinoxial qui a été utilisé par La Pérouse. Et cet objet qui sert évidemment à la navigation n'est qu'un des objets de grande valeur qui ont été répertoriés et qui sont présentés dans un petit musée situé dans cette maison. Et un petit musée qui a été mis en place et travaillé par Antoine Bernier, qui nous a malheureusement quittés peu de temps après. Antoine Bernier qui avait répertorié tous ces objets qui étaient dispersés ou qui étaient là mais qui n'étaient pas véritablement inventoriés. Donc on a maintenant un véritable fonds d'une richesse inouïe qui montre que l'histoire foisonnante de ces savants au XIXe siècle en particulier, qui ont parcouru le monde sous l'égide de la Société de géographie, est une valeur sûre pour nous et pour les générations qui viennent, puisque ce sont des traces directes du travail qu'ils ont accompli pour faire découvrir le monde entier. Alors évidemment, ces bijoux comme celui de La Pérouse, là, le bijou de ce cadran équinoxial, il y en a très peu certainement dans le monde, mais en même temps, il est là pour nous montrer qu'il y avait des gens qui avaient une technique et qui savaient qui savaient créer finalement des instruments pour permettre de naviguer. Deuxième point important de cette cérémonie, la musique, puisque comme le disait Jean-Robert Pitt, on a depuis quelques années instauré une petite présence musicale dans cette enceinte, puisque ça permet aussi de rythmer la cérémonie des prix de manière agréable, sachant que chaque année nous essayons de trouver des formations, des chanteurs, des musiciens qui représentent quelque peu le voyage, la géographie et le voyage. Alors évidemment, le voyage, ça peut être aussi au travers des morceaux qui sont joués, mais aussi au travers de l'origine des musiciens. Et il se trouve que cette année, le groupe qui vous est offert, c'est le groupe qui s'appelle Sophia Levin Trio, à ma gauche, donc des Argentins, un groupe de musique argentine, et le programme que vous avez entre les mains va vous permettre de toucher du doigt la musique argentine à travers le tango, bien entendu, et puis aussi la musique argentine à travers la musique de la terre, c'est-à-dire la musique qu'on chante ou qu'on danse dans les provinces, dans le fin fond de l'Argentine aussi. Alors ça, c'est un élément fondamental pour comprendre l'identité d'un peuple et une culture. Et puis également, peut-être ferons-nous une incursion quelque part au Brésil, qui est un pays voisin. On verra en cours de route. Voilà. Donc, quant aux prix de fondation, alors ces prix de fondation qui sont donnés aux 3 lauréats, puisque le grand prix, lui, n'est pas un prix de fondation, mais c'est un grand prix. Donc, les 3 prix de fondation, c'est le prix Edme François Jomard
Jomard, son nom, il est sur la plaque des fondateurs, là-haut. Il est attribué à Jean-Luc Arnaud et en fait Edme François Jomard, il était égyptologue, il était anthropologue, archéologue et il a surtout, et c'est la raison pour laquelle il est lié à l'ouvrage présenté par Jean-Luc Arnaud sur la carte, il était créateur du département des cartes et plans de la Bibliothèque royale. Et il fut président de la Société de géographie en 1848. Donc il a évidemment un lien très étroit, il y a un lien très étroit entre le prix le lauréat et évidemment ce fondateur de prix qui était Edme François Jomard. Et puis il a été aussi président de la Société de géographie. Et savez-vous aussi qu'il y a une rue à son nom dans le 19e arrondissement. Donc c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre de ces personnalités sur le terrain parisien. Le deuxième prix qui est distribué, c'est le prix Marie-Joséphine Juglar. Il est distribué à Jean Radvani pour Russie, un vertige de puissance. C'était un anthropologue qui était membre de la Société de géographie en 1878 et il avait créé un prix de soutien à la création française. Et ce prix a été décerné pour la première fois en 1879 par l'Académie française. Et l'Académie française, pour ce prix, avait fait un don de 3000 francs de l'époque, répartis ainsi. 2000 francs pour un jeune talentueux et 1000 francs pour un vieillard méritant. Alors je pense que notre lauréat de cette année se situe plutôt dans la première catégorie, bien entendu le jeune talentueux. J'ai repris là les termes de l'attribution de cette somme pour ce prix Marie-Joséphine Juglar. Et enfin le troisième prix, c'est le prix Thomas Alix, celui-là beaucoup plus récent, qui permet de rendre hommage à un explorateur contemporain, un grand géographe mort dans un accident de circulation, dans une collision en Afghanistan qui était son terrain de travail, on va dire, à cette période-là, sous l'égide de la Société des explorateurs. Donc sa mort brutale a endeuillé tout le monde de la géographie et de l'exploration. Donc à travers l'ouvrage de Christian Garcin et Éric Faye, cela nous permet de rendre hommage à ce géographe, donc Thomas Alix. Nous allons passer maintenant à la remise du premier prix et j'appelle Ève Netchin, donc conservateur général du département des cartes et plans à la Bibliothèque nationale, descendante directe de Jomard. Ah bah oui, il faut le dire. Voilà, pour faire le rapport donc sur le prix Jomard, précisément délivré à Jean-Luc Arnaud, ici présent. Le livre que la Société de géographie a choisi de distinguer au titre du prix Edme François Jomard, un livre qui se lit à table. Une carte, on la lit debout, c'est la meilleure manière de se rendre compte de ce qu'elle contient. Ce livre-là, c'est vraiment à table, assis, qu'il faut en prendre connaissance, parce que c'est un ouvrage conséquent, qui contient aussi bien des riches illustrations qu'un texte extraordinaire et des annexes, et puis aussi de très précieux index. Moi, je suis sensible aux notes et aux index, et en particulier un index c'est la première fois que je vois un index pareil. C'est un index des cartes rangées par échelle. Ce livre, il porte sur un sujet particulièrement peu exploré dans la bibliographie française, et pourtant c'est un objet courant. Bien sûr, nous avons tous dans nos poches des smartphones qui nous permettent de prendre connaissance des détails de notre territoire grâce à des applications géographiques et cartographiques que je ne nommerai pas, mais que nous connaissons tous. Ceci dit, la carte à grande échelle, la carte qui rend compte de manière détaillée du territoire, elle est encore très présente un peu partout, très proche de nous, et puis aussi bien sûr dans les institutions patrimoniales dont je suis représentante.
c'est un outil évidemment indispensable pour se promener à pied encore aujourd'hui, pour une balade à pied et pour bien d'autres usages. Et c'est la fameuse carte qu'on doit choisir avec un numéro à l'aide d'un tableau d'assemblage. C'est la carte en série. Ce livre lui est dédié. Cette carte en série, c'est un concept qui est évidemment déjà ancien, qui a connu, grâce à des procédés de gravure, un très grand succès en France. La France qui est détentrice d'un patrimoine majeur dans ce domaine. Elle est illustrée évidemment par des grands noms, que ce soit les Cassini, dont j'ai aperçu le médaillon au-dessus de notre tête, à côté de celui de Jomard. Cette carte aussi, elle évoque de grandes institutions françaises comme l'Académie des sciences, comme l'Observatoire, le Dépôt de la Guerre aussi, l'Institut géographique national. Cette carte, absolument indispensable à la connaissance de notre territoire, est restée un objet relativement peu étudié, ou du moins dans une bibliographie extrêmement spécialisée. Et cet ouvrage que nous présentons aujourd'hui au titre du prix Edme François Jomard, elle rend un service majeur, je pense, à une communauté extrêmement diverse, aussi bien celle des historiens de la cartographie que celle des enseignants et puis des amateurs et du grand public, parce que la carte est devenue un objet commun et un objet d'amour aussi, un objet d'amour qui nous réunit. Que fait la carte à grande échelle, la carte en série? Eh bien, la carte, elle est indispensable, bien sûr, à la description du territoire. Elle était indispensable aussi comme outil de gestion et d'équipement, comme pour l'équiper, pour le gérer, ce territoire. Elle est indispensable également pour le protéger, le défendre, et puis le connaître, tout simplement. Et ce livre, celui que nous présentons et que je n'ai pas apporté parce qu'il est tellement pesant, parce qu'il est tellement imposant, il est très riche. Il est très riche parce qu'il comprend une section générale sur la création, sur les techniques, sur les auteurs, sur les usages de la carte en série, un travail qui s'appuie sur une bibliographie extrêmement précieuse parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est dispersée, et donc d'autant plus précieuse à voir rassemblée dans un seul ouvrage. Et puis la deuxième partie, très, très, très utile également, rassemble dans un ordre chronologique des notices sur chacune des grandes séries cartographiques qui sont souvent si mal décrites par nos institutions. L'auteur de cet ouvrage distingué est un homme ici présent au parcours original. C'est un architecte de formation, il a soutenu une thèse sur le Caire et la mise en place d'une ville moderne entre 1867 et 1907, et puis ensuite il a travaillé sur l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture des villes de l'Empire ottoman, le Caire, Beyrouth, Damas, Tunis, des villes relais entre l'Orient et l'Europe, bien sûr, depuis le XIXe siècle. C'est un chercheur, et c'est un chercheur au regard large, qui a développé une autre thématique de recherche sur l'histoire de la cartographie, une activité qu'il a articulée, il faut le souligner, avec la construction d'un outil d'utilité publique, d'un outil précieux de recensement des cartes en série dont je vous ai parlé tout à l'heure, outil toujours en cours d'enrichissement aujourd'hui, qui constitue le catalogue collectif des cartes en série conservées dans les bibliothèques patrimoniales du monde entier. Et cet outil, il est particulièrement précieux parce qu'il est construit autour d'un tableau d'assemblage modernisé, qui est cette fameuse carte sur laquelle on peut scroller et choisir une échelle ou une autre, un emplacement ou un autre, et connaître les cartes qui s'y rapportent, savoir où elles sont conservées, même parfois on peut les voir quand elles ont été numérisées. C'est donc un outil précieux que nous a offert notre auteur, qui
qui s'articule avec cet ouvrage qu'il a publié en 2022. En conclusion, pour remercier encore Jean-Luc Arnaud, j'insisterai sur le fait que le prix Jomard lui est particulièrement adapté, puisque de la même manière que Jomard, Jean-Luc Arnaud a su associer des multiples qualités au profit de la connaissance qui n'est pas une connaissance élitiste, mais une connaissance accessible à un large public, une connaissance par laquelle on accède par l'image, par la réflexion et par l'amour des cartes qui nous réunit tous. Merci à Jean-Luc Arnaud. Alors, la publication de cet ouvrage, donc La Carte de France, aux éditions Parenthèse à Marseille en 2022, me vaut l'honneur de recevoir le prix Edmé François Jomard aujourd'hui. Et j'en suis particulièrement touché, non seulement parce que Jomard a été le premier directeur fondateur du département de géographie de la Bibliothèque alors royale de France, département qui est devenu le département des cartes et plans de notre Bibliothèque nationale. Et puis, cela a été rappelé aussi, un des fondateurs et des présidents de la société qui nous réunit aujourd'hui. Mais je dirais que c'est à un autre titre que je nourris un intérêt particulier pour les activités plus anciennes de Jomard. À l'extrême fin du XVIIIe siècle, alors qu'il vient d'achever ses études à l'école polytechnique, il est sélectionné pour accompagner l'expédition d'Égypte et assurer, en collaboration avec Pierre Jacotin, la responsabilité des travaux de cartographie. À ce titre, il est l'auteur d'une description très détaillée de la ville du Caire, publiée dans la description de l'Égypte. Bien plus tard, à la fin des années 1980, lorsque je m'engage dans la préparation de ma thèse de doctorat consacrée à l'histoire de l'urbanisation du Caire, les travaux de Jomard constituent une part importante du socle de ma connaissance de cette ville. Mes activités m'ont ensuite conduit vers d'autres lieux et je dois avouer que j'avais un peu perdu Edmé Jomard de vue. Et c'est pour mon plus grand plaisir que je croise à nouveau sa mémoire avec le prix qui m'est décerné aujourd'hui. Je note cependant que dans la mesure où Jomard semble avoir abandonné en quelque sorte sa carrière d'ingénieur géographe à son retour d'Égypte, il ne participe pas à la production cartographique française et donc n'apparaît pas dans mon livre. Je souhaiterais maintenant dire combien ce livre est le résultat d'une conjoncture particulière, une sorte d'alignement de plusieurs planètes dans lequel je me suis glissé au bon moment. La plus grande part donc de cet ouvrage a été composée à partir de sources primaires, celles du dépôt de la guerre, celles du service géographique de l'armée, puis de l'Institut géographique national. Et jusqu'à une période récente, cette documentation était regroupée et conservée par la cartothèque de l'Institut géographique national. La collection regroupait pas moins de 800 000 documents cartographiques et de très nombreuses archives non cartographiques. Et je tiens très particulièrement à remercier les deux responsables successifs de cette collection, sans lesquels cet ouvrage ne serait pas paru ou ne serait pas ce qu'il est. Bernard Bèze et Richard Bachelet, qui l'un et l'autre m'ont donné accès non seulement aux 3 étages des magasins, mais également aux reproductions numériques des documents. Et je voudrais dire quelques mots sur ce point. Pour plusieurs cartes, le grand nombre de versions, d'éditions, de factures, de variantes qui témoignent de tentatives répétées, toujours dans la cartographie, d'accélération et de la production et de réduction des coûts, étaient tout à fait impossibles à manipuler sous leur forme initiale, c'est-à-dire des dizaines de kilos de papier. Leur investigation était aussi limitée par la nature même des documents cartographiques. Vous le savez bien, on ne lit pas une carte comme on lit un livre, mais on la consulte avec des questions, et chaque nouvelle question engage une nouvelle consultation. Et il se trouve que très tôt, dès le début des années 2010, l'Institut géographique national s'engage dans la dématérialisation systématique de ses collections. Tous les fichiers qui en résultent sont alors mis à ma disposition. Et ces documents ne sont pas seulement précieux puisqu'ils me permettent de travailler à distance, ils se révèlent rapidement
indispensable. Je prendrai un seul exemple, le plus emblématique. La carte de France à l'échelle 1/25 millième, donc celle que vous utilisez pour vos promenades et dont parlait Evnetchine tout à l'heure, a donné lieu à la publication de plus de 11 000 feuilles depuis 1953. Ces feuilles se partagent entre 4 formats différents. Leur facture varie entre une quinzaine de versions. Il aurait été impossible d'identifier les particularités correspondantes à partir des documents imprimés. Au contraire, les versions numériques m'ont permis d'effectuer des sélections, des tris, d'identifier des sous-séries et surtout de consulter chaque document autant de fois que nécessaire pour vérifier les informations les plus ponctuelles. Vérifications qui sont le plus souvent éludées lorsque, elles nécessitent la manipulation de volumes importants. Ainsi, en parallèle à la consultation des documents originaux, puisque tout n'était pas dématérialisé, j'ai beaucoup exploité les versions numériques. À chaque support correspond, je dirais, un mode d'investigation. Et cet ouvrage résulte vraiment de la combinaison de 2 approches, à partir du papier d'une part, à partir des fichiers d'autre part, qui s'est avérée particulièrement fructueuse. Et quand je dis que je me suis glissé dans une sorte de fenêtre de tir, je vous donne 2 éléments de chronologie. La rédaction de mon livre s'est achevée à la fin de l'année 2019. L'IGN vient alors de décider du démantèlement de sa cartothèque. Et lorsque le livre paraît 2 ans et demi plus tard, les rayonnages des 3 sous-sols qui en ont fourni la matière première sont résolument vides. Voilà, donc cette fenêtre temporelle a duré moins d'une dizaine d'années. Enfin, je souhaiterais revenir sur le contenu de ce livre. Il traite de la plus grande part des cartes qui figurent la France en plusieurs feuilles, publiées donc depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à la production la plus récente. Ce n'était pas le projet initial, puisque je dirais en bon 19e-iste, je pensais m'arrêter au tournant des 19e et 20e siècles, au moment où le service géographique de l'armée déclare obsolète la carte d'état-major, dont je vous rappelle qu'elle est gravée en taille douce et imprimée en noir, donc un système effectivement, des modes de reproduction un peu désuets à ce moment-là, et décide de la remplacer par une nouvelle carte à l'échelle 1/50 millième, qui doit être imprimée en zingographie et en couleur, donc avec les procédés les plus récents. Mais mon projet était sans compter sur la particularité de la cartographie à se construire dans la longue durée. De fait, la plus grande part des cartes hérite de celles publiées antérieurement. Et on le vérifie au moins depuis le milieu du XVIIe siècle avec la carte de France établie par Nicolas Sanson par compilation d'une multitude de cartes particulières, locales, régionales, publiées au début du XVIIe siècle. Les données ont la vie longue. Et je vais sans doute vous surprendre en vous annonçant, ou en vous disant plutôt, que des données géodésiques de la fin du XVIIIe siècle sont toujours en service dans une des cartes de France de première importance. La nouvelle carte géologique de la France, dont les premières feuilles ont été publiées en 1925, n'est pas encore achevée. Et dans les régions où elle manque, c'est la version à l'échelle 1/80 millième, c'est-à-dire celle qui est basée sur la carte d'état-major, qui fait référence. Or, la topographie de cette carte résulte de relevés du milieu du XIXe siècle, tandis que sa géodésie, établie au cours des années 1820, est basée sur la méridienne triangulée par Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain au milieu des années 1790. Voilà comment, aujourd'hui, quelques feuilles, j'avoue, ce sont quelques feuilles, d'une carte toujours en service, sont basées, ces feuilles, sur des données de la fin du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas terminé, puisque les productions récentes n'échappent pas à cette règle. Ainsi, notre belle carte de France à l'échelle 1/25 millième, dont on nous dit à l'Institut géographique national que sa production est entièrement numérique, il faut savoir que la couche d'estompage, les ombres, la couche de figuration du rocher et la couche de courbe de niveau en haute montagne résultent toutes les 3 directement de reproduction des manuscrits établis par les artistes cartographes de l'Institut
pendant la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi, je dirais, l'histoire de la cartographie se révèle être une sorte de bonne école de la longue durée. Voilà. Cependant, au cours de la période que j'ai traitée dans mon livre, je note une rupture. Elle se place entre la carte de Cassini et celle de l'état-major, puisque celle-ci ne doit absolument rien à celle-là. Voilà. Autrement dit, s'il avait été nécessaire de couper ce livre, ou de le faire moins conséquent, c'est le début de la période considérée à laquelle j'aurais renoncé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc cet ouvrage, Patagonie, dernier refuge. Garcin et Éric Faye, donc c'est un ouvrage, je vais en dire quelques mots simplement, pour aussi commencer par évoquer l'image de Thomas Alix, puisque c'est le prix Thomas Alix qui vient couronner cet ouvrage. Thomas Alix qui fut un remarquable explorateur de l'Afghanistan. Et vous, les deux auteurs de Patagonie, vous emmenez les lecteurs vers un monde extrême de la même manière, un monde austral. La Patagonie se mérite et vous servez avec brio la cause de la géographie en écrivant cet ouvrage. Votre aventure débute à Montevideo, une sorte d'apéritif, on va dire, du cône sud. Puis, cheminant par Buenos Aires, en allant vers la vastitude de la Pampa, c'est la Patagonie qui vous attire. Un bout du monde mythique. Vous avez l'art de captiver au travers de vos parcours au sud des Andes, entre Chili et Argentine, puis de propulser le lecteur dans un tourbillon de sites à la fois rudes et magiques. Et vous dites, dans votre texte, c'est la force des grands paysages d'être fidèles à leur réputation. Et c'est tout à fait vrai. On n'a pas besoin de les décrire finalement. Et convoquant l'histoire, votre ouvrage rappelle au fil des pages Les vols de nuit de Saint-Exupéry, Antoine de Tounens, roi déchu de Patagonie, La recherche de Jorge Luis Borges à Buenos Aires et La plume de Jean Raspail, qui se souvient des hommes vivant dans les canaux glacés au sud du sud. Mais la géographie se glisse partout. Des glaciers, comme le Perito Moreno, au sommet vertigineux sur le Fitzroy, sur les lacs opalescents de Patagonie, dans le dédale des canaux englacés de la Terre de Feu au canal de Magellan et au canal de Beagle, autant de précisions que vous évoquez dans l'épilogue. Vous l'écrivez d'entrée, vous rentrez à Buenos Aires après avoir croisé des figures d'assassins, comme Butch Cassidy et le Kid, notamment, de rois déchus, d'Indiens disparus. En fait, tout un monde qui ressurgit à travers votre ouvrage, à travers votre plume, un monde qui a vécu, qui a construit, on va dire, ce mythe de la Patagonie et que vous arrivez à restituer de manière admirable. Impossible de s'ennuyer avec une telle densité de paysages, de rencontres, d'aventures, et d'aventures qui procurent à la lecture un soupçon de rêve, un soupçon d'envie. Manié d'une même plume binôme, entre Christian Garcin et vous-même, il y a également un ensemble de photos qui illustrent les différents endroits où vous êtes passé. C'est un petit peu dommage que ces photos soient en noir et blanc, mais j'imagine que l'éditeur n'a pas... Ça, c'est une question d'édition, j'imagine. Donc, c'était ces photos qui illustrent, en guise d'invitation au voyage, Patagonie, dernier refuge, reste un appel à l'aventure et je vous conseille à tous d'aller tenter l'aventure du côté de cet ouvrage de Christian Garcin et de Éric Faye. Merci.
Je vous remercie, chère madame, pour ce bel éloge. Je vous remercie, vous et toute la Fondation de Société de Géographie, en mon nom et au nom de mon compagnon de voyage et co-auteur de Patagonie Dernier Refuge, Christian Garcin, qui ne peut être donc présent aujourd'hui, et avec qui il s'agit du troisième livre lié à la géographie que nous commettons ensemble après nous être aventurés en Sibérie orientale en 2011, puis au Tibet en 2015, sur les traces de l'exploratrice Alexandra David-Néel. Je vous remercie tout particulièrement car le jury qui nous attribue cette distinction, le prix Thomas Alix, n'est pas issu du monde de la littérature comme nous, mais d'un autre domaine, la géographie, ce qui nous touche beaucoup car les voyages, la géographie sont des domaines, des disciplines qui nous tiennent à cœur tout autant que la littérature. Pour ma part, mon intérêt pour la géographie a précédé celui pour l'écriture et la littérature. Au sein du foyer parental, ces deux domaines confluaient dans le métier de ma mère, qui était professeure de français ainsi que d'histoire-géographie. Les manuels de ces différentes disciplines, présents dans la maison familiale, ont très tôt dans ma vie été l'objet de mes lectures. Plus tard, lorsque mon goût pour la littérature s'est affirmé, deux œuvres majeures d'écrivains français, ouvertes sur le vaste monde, m'ont montré qu'écriture et géographie non seulement n'avaient rien d'incompatible, mais pouvaient se conjuguer pour le meilleur. Ces deux œuvres, il s'agit de celles de Julien Gracq et de Jules Verne. Le premier, Julien Gracq, prix Goncourt 1951 pour Le Rivage des Syrtes, et, malgré sa notoriété, resté professeur d'histoire et de géographie jusqu'à sa retraite en 1970. Et j'ai découvert en le lisant à quel point la connaissance d'un milieu géographique pouvait nourrir l'écriture et donner puissance et précision aux mots. Le Gracq, qui décrit le paysage des Ardennes, par exemple, dans son roman « Un balcon en forêt », ou qui remonte le cours d'une rivière des Pays de Loire dans Les eaux étroites, demeure pour moi un modèle du genre qui m'a donné à comprendre qu'il ne peut y avoir de bonne littérature s'il n'y a pas compréhension profonde des paysages et des milieux que l'on dépeint. Compréhension nourrie par le voyage, mais aussi par une documentation précise sur tout ce qui a modelé la Terre depuis ses origines jusqu'à notre époque, l'Anthropocène. Jules Verne, à cet égard, a été à mes yeux un autre maître. Et d'ailleurs, Gracq lui-même citait Jules Verne parmi ses écrivains de prédilection. Le tout premier contact littéraire que j'ai eu avec la Patagonie, dans ma jeunesse, je le dois d'ailleurs à Jules Verne et à son roman écrit en 1901, Le phare du bout du monde, qui se déroule dans l'île des États, une île argentine située juste à l'est de la Terre de Feu, au tout début de l'océan Atlantique. Nous ne sommes pas allés jusque-là, jusque dans l'île des États, au cours du voyage qui a donné naissance à l'ouvrage Patagonie Dernier Refuge, mais en revanche, nous sommes allés au sud de la Terre de Feu après avoir navigué sur le canal Beagle jusqu'à l'île chilienne de Navarino, où se trouve la localité la plus australe au monde, Puerto Williams. C'est en lisière de cette petite ville que, un peu par hasard, mais je suis plutôt du genre à penser que le hasard n'existe pas, nous avons eu la chance de rencontrer Cristina Calderón, la toute dernière représentante de l'ethnie patagonienne des Yaganes, la dernière locutrice native de cette langue yagane désormais disparue, puisque cette dame, qui était alors âgée de 90 ans, s'est éteinte 2 ans après notre passage, en 2022 donc. C'est avec un souvenir ému pour cette personne et pour le peuple dont elle fut l'ultime représentante après des millénaires d'existence, ultime représentante dont la rencontre fut en quelque sorte l'épiphanie de notre voyage en Patagonie, que j'accepte avec reconnaissance et un grand plaisir, le prix qui nous est aujourd'hui décerné.
Je vous remercie pour votre attention. Professeur Advani, vous participez activement à la vie de notre société en lui apportant votre expertise, lors notamment de publications dans sa revue La Géographie. À ce titre, je me souviens d'un article que vous avez publié dans le numéro 1585, il me semble, sur un concept assez original et intéressant, qui est la stratégie de l'isthme, mer Noire, mer Baltique. Vous participez également au voyage de la Société de géographie, et c'est d'ailleurs à l'occasion du dernier voyage organisé par elle, celui au Japon, que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. En tant que géographe, vous êtes le grand spécialiste du Caucase, de la Russie et plus généralement du monde post-soviétique. Professeur émérite à l'INALCO, autrement dit l'Institut des langues O, qui est pour notre génération un peu plus parlante que l'INALCO. Vous avez dirigé aussi le Centre franco-russe de recherche en sciences sociales et humaines de Moscou. Vous vous intéressez également au cinéma, et évidemment au cinéma russe, qui est un autre axe de vos recherches. Votre héritage familial européen est sans doute une explication à cet intérêt. Et pour cela, je fais allusion, entre autres, à votre grand-mère, la grande romancière engagée allemande Anne Segers, à laquelle vous consacrerez peut-être bientôt une étude. Votre dernier livre, qui a retenu l'attention du jury de la commission des prix et recueilli ses suffrages, présente de nombreuses qualités, à la fois sur le fond et sur la forme. La première de ces qualités, c'est la démarche adoptée. Une démarche à la fois historique, en faisant une analyse critique des faits, et géographique, avec une vision scalaire. En effet, vous partez d'une actualité brûlante, à savoir l'agression russe sur l'Ukraine en 2022, pour remonter le temps et montrer au final que nous sommes bien dans un monde globalisé. Ainsi, dans votre livre, 3 grands volets se dessinent. Le premier, qui est consacré à votre domaine de prédilection, le monde soviétique et post-soviétique. Donc, dans ce premier volet, vous analysez les 40 dernières années, en remontant même un petit peu au-delà, les 40 dernières années de la Russie, rappelant d'abord les conséquences de la Grande Guerre patriotique et le rôle des dirigeants soviétiques, de Staline à Brejnev, puis ensuite de la perestroïka en 1986 jusqu'à l'arrivée de Vladimir Poutine en 2000. Vous passez en revue les politiques qui ont conduit le maître du Kremlin, pur produit du KGB, à restaurer à n'importe quel prix la puissance ternie de ce grand pays. Tant au plan intérieur, en mettant au pas les oligarques et en muselant les oppositions, que sur le plan extérieur, en luttant contre les velléités des séparatismes et des indépendances. Cela vous amène, dans un second plan, à traiter de l'attitude de l'Occident. Un Occident tour à tour arrogant et frileux, selon les circonstances et le degré de cohésion de ses membres, entre donc d'un côté le meneur de cet Occident, à savoir les États-Unis, et l'Union européenne, et au sein même de l'Union européenne, qui est souvent empêtrée dans ses propres problèmes.
Enfin, dans un troisième grand thème, vous tirez les leçons de ce que vous appelez cette erreur stratégique, qui redistribue les cartes sur le plan international, avec le renforcement de la Chine, celui de la présence russe en Afrique, dont on fait un peu les frais actuellement, et aussi la volonté de ceux que vous appelez les exclus du G7, à savoir les BRICS, qui souhaitent peser davantage dans le concert international. C'était la première grande qualité de votre ouvrage. L'autre grande qualité en est l'illustration. Ce livre est émaillé de nombreuses cartes qui éclairent le propos, des cartes qui ont été réalisées par des cartographes avec lesquels vous travaillez depuis un certain temps, à savoir Sophie Pochet et Philippe Rekasevich. Enfin, la troisième grande qualité de votre ouvrage, c'est la clarté, avec une mise en page très aérée, des encarts qui permettent de préciser certains aspects et de nombreux rappels chronologiques qui facilitent l'appréhension de cet ouvrage. Pour terminer, je dirais que ce livre est à mettre entre toutes les mains, car en étant à la fois géographe, historien, politologue, vous touchez un grand nombre de lecteurs. Et votre ouvrage peut être considéré, à mon avis, comme une référence. Et je vous en recommande vivement la lecture. C'est donc avec honneur et plaisir que je vous remets, au nom de la Société de géographie, le prix de la Fondation Marie-Joséphine Juglar, qui récompense les travaux sur de grandes parties du monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis naturellement très touché et honoré par le choix de la Société de géographie qui accorde aujourd'hui à mon livre « Russie, un vertige de puissance » le prix Marie-Joséphine Juglar. Et je tiens tout d'abord à remercier la Commission des prix et sa présidente pour son attention et Michel France-Lenic, son rapporteur, pour l'éloge qui vient d'en être fait. Recevoir ce prix dans l'amphithéâtre de la vénérable Société de géographie vient couronner une longue carrière de géographe, initiée concrètement par l'occupation des amphithéâtres de l'Institut de géographie au 191 rue Saint-Jacques en mai 68. Puis mon parcours sera ensuite presque entièrement consacré à l'étude de l'URSS avant 91, et comme je ne voulais pas devenir historien, de la Russie et de ses voisins aujourd'hui. Dans le cadre d'une autre institution, elle aussi historique, les Langso, l'Institut des langues et civilisations orientales. Carrière jalonnée de livres et d'articles, dont plusieurs pour la revue Hérodote, y compris dans son dernier numéro consacré au conflit ukrainien. La géographie, comme vous le savez, ça sert à faire la guerre, dit Yves Lacoste, mais surtout à tenter d'en comprendre les enjeux. Dans le même temps, je suis quelque peu embarrassé, car au fond, ne dois-je pas ce prix à une guerre inexcusable qui nous replonge au cœur de l'Europe dans une horreur que l'on pensait à jamais éloignée de notre continent. Une guerre dont l'entière responsabilité revient à la Russie et son président Vladimir Poutine. En effet, aucune des justifications qu'il en a données au matin du 24 février 2022 n'est recevable. Ni la reconstitution mythifiée de l'histoire des rapports entre Russes et Ukrainiens, puisée dans l'historiographie tsariste classique, ni l'avancée bien réelle des bases de l'OTAN vers les frontières de son pays, et encore moins la soi-disant nazification du régime de Kiev, ne peuvent justifier ce déluge de bombes, ces morts innombrables, civiles et militaires, et ces crimes de guerre. J'étais tranquillement plongé dans l'écriture d'un livre sur le Caucase, quand, peu après le lancement de l'agression russe, l'éditeur La Découverte s'adresse à Philippe Rekasevich et à moi pour écrire un ouvrage sur l'Ukraine. Je ne suis pas spécialiste de ce pays et je n'aime pas parler de ce que je ne maîtrise pas profondément. Je propose alors une autre approche
basé sur une analyse géopolitique plus large qui, en revenant sur les nombreux conflits et guerres qui ont opposé la Russie et ses voisins depuis la fin des années 80, à commencer par l'Ukraine, ou ceux dans lesquels elle s'est impliquée d'une façon ou d'une autre, tente de faire comprendre les enjeux et les facteurs qui aboutissent à ce conflit russo-ukrainien. Ceci m'a fait remonter jusqu'à la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev, cette période décisive de la réunification allemande, de la dissolution du pacte de Varsovie et bientôt des premières étapes de l'élargissement de l'OTAN puis de l'Union européenne. À l'aide de quelques 65 cartes, nous tentons d'éclairer les racines de ce drame. Ici, je tiens à remercier très sincèrement mon éditeur, ici présent, Dominique Carré, pour ses relectures attentives, et mes deux cartographes, Rekasevitch, qui a reçu voici peu un autre prix de la Société pour son livre « Cartographie radicale », et Sophie Pochet, ici présente, elle aussi collaboratrice de longue date, qui a sauvé le livre en réalisant avec maestria les cartes que Philippe ne pouvait pas produire. Dans ma démarche de géographe, j'ai toujours associé textes et cartes. J'ai réalisé ou co-dirigé plusieurs atlas, l'Atlas géopolitique du Caucase aux éditions Autrement, ou l'Atlas géopolitique mondial avec Le Monde diplomatique et Armand Collin, car pour moi, la carte est un complément indispensable à toute analyse géographique approfondie, que ce soit à l'échelle locale ou, comme dans cet ouvrage, à une échelle régionale ou mondiale. Les éléments fournis par une cartographie bien conçue sont toujours d'un apport déterminant pour le lecteur. Je souscris donc pleinement au sous-titre de ce livre, « Analyse critique et cartographique », qui a fait dire un peu rapidement à certains commentateurs qu'il s'agissait d'un atlas, ce qu'il n'est quand même pas. Simultanément, ce livre s'inscrit aussi dans une démarche de géopolitique historique. En effet, il serait vain d'essayer de comprendre la situation actuelle en Ukraine ou au Caucase si l'on ignore les enjeux historiques, récents ou plus anciens jusqu'à la période tsariste. J'ai d'ailleurs insisté pour inclure une série de chronologies qui viennent compléter utilement les textes et les cartes. L'intitulé de ce prix qui m'a été décerné n'a pas manqué de m'intriguer. Qui était donc cette dame Marie-Joséphine Juglar, veuve, si je comprends bien, d'un anthropologue? Et en quoi ce prix concerne-t-il les géographes? Initialement, comme ça a été, excusez-moi pour la répétition, il s'agit d'un ancien prix exceptionnel de soutien à la création littéraire, ce qui n'est pas pour me déplaire, décerné une seule fois, en 1879, par l'Académie française, avec le texte d'accompagnement suivant, qui a déjà été partiellement cité. Madame Marie-Joséphine Juglar a fait don à l'Académie d'une somme de 3 000 francs pour être divisée en deux parts. La première de 2 000 francs destinée à aider un jeune homme ayant déjà donné des preuves de talent. La seconde de 1 000 francs, applicable à un vieillard, estimé par son mérite et digne d'intérêt. J'ai naturellement supposé que je faisais partie de la seconde catégorie. Notez bien que les uniques lauréats du prix, en 1879, sont bien dignes d'intérêt. Le vieillard estimé par son mérite est Auguste Gaudichaud-Masson, 1883. Il a donc 79 ans quand il reçoit le prix, mais demeure aujourd'hui un parfait inconnu. Il fut pourtant l'un des auteurs de vaudeville les plus prolixes du XIXe siècle, avec notamment Le procès du baiser, Les pilules dramatiques ou Le choléra morbus, et le non moins inoubliable Cocorico ou La poule à ma tante. Sans oublier un ouvrage différent, Les souvenirs d'un enfant du peuple, à redécouvrir d'urgence. Vous connaissez par contre certainement le jeune homme ayant déjà donné des preuves de talent, puisqu'il s'agit de Charles Cros, pour l'ensemble de son œuvre. Ce petit jeune, il a 37 ans quand il reçoit son prix, est poète, auteur du poème inoubliable « Le hareng sort ». Mais il fut aussi un brillant inventeur d'instruments sonores, ce qui lui vaut d'avoir été choisi pour les prix de musique de l'Académie Charles Cros. Quant à moi, je ne peux que me réjouir de cette filiation. Il était un grand mur blanc,
nu. Contre le mur, une échelle, haute. Et par terre, un harançor, sec. Mais non. Et par terre, une médaille d'argent. Pour être honnête, à la Société de géographie, le prix Marie-Joséphine Juglar, recréé en 1912, fait partie des 26 prix attribués pour travaux géographiques sur les diverses parties du monde. Depuis 1997, il a été décerné 3 fois, dont les 2 dernières, 2006 à Vyacheslav Avioutsky et 2012 à Gaïtz Minassian, à 2 caucasologues. Peut-être Dame Juglar était-elle tombée amoureuse d'un circassien ou d'une circassienne, allez savoir, quand il s'agit de vaudeville. Malheureusement, la guerre en Ukraine est loin d'être achevée. Des drones russes ont frappé Kiev encore cette nuit. Et déjà, plusieurs des cartes produites dans le livre sont obsolètes. Pas seulement celle du front, qui n'a guère évolué depuis plusieurs mois. Mais par exemple, la carte des BRICS, qui a été évoquée, qui s'est enrichie de plusieurs nouveaux membres, et pas des moindres, au sommet de Johannesburg cet été. Je vous remercie de votre attention. Alors, il me revient maintenant de vous présenter notre Grand Prix 2023. Chers amis, cher Philippe, le Grand Prix de la Société est décerné à un géographe patenté ou non depuis 101 ans maintenant pour l'ensemble d'une œuvre qui sert notre belle discipline. Il tente à remplacer la grande médaille d'or des explorations et voyages de découverte qui, elle, datait de 1829 et qui n'a plus été attribuée depuis bientôt 2 décennies. La Terre est désormais explorée jusque dans ses moindres recoins. La télédétection nous donne des informations complètes sur les régions les plus inaccessibles et hostiles, mais cela n'a en rien tari l'objet de la science géographique qui consiste à donner un sens et des éléments d'explication au foisonnement des informations localisées qui sont à notre disposition aujourd'hui. Cela ne veut pas dire pour autant que les géographes puissent se dispenser de chausser leurs semelles de vent et continuer à découvrir le monde, même si une petite poignée d'entre eux se contente de pianoter sur leur ordinateur et de fourbir des concepts dignes successeurs du caricatural géographe mis en scène par Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, dont vous vous souvenez tous. Sinon, reportez-vous au Petit Prince. Ce n'est pas ton cas, cher Philippe, toi qui n'as cessé de parcourir le Japon en tous sens, jusqu'aux rivages de ces îles les moins accessibles, et cela ne t'a pas empêché de savoir te poser dans ta bibliothèque et de réfléchir à des sujets plus théoriques. Notre commission des prix avait évoqué ton nom, cher Philippe, à plusieurs reprises en lien avec tes nombreux travaux éclairants consacrés à l'archipel nippon. Mais cette année, elle a été impressionnée par la qualité du maître ouvrage dont nous avons rendu compte dans la revue. C'est Paul Arnoux, je crois, qui avait signé le compte-rendu que tu as publié à l'automne dernier, intitulé « Écologie et géographie ». Une histoire tumultueuse, 19e et 20e siècle. Chez CNRS Éditions, une maison que je veux saluer, en particulier sa directrice, que je ne vois pas, mais on lui transmettra, Blandine Janton, qui d'évidence aime la bonne géographie, si j'en juge par le nombre de titres de son catalogue qui en relève. Merci d'accompagner tant d'auteurs et de les aider à écrire de bons livres accessibles au commun des mortels. Alors, 3 volets dans ton œuvre, il faudrait des heures pour évoquer chacun d'entre eux, car tu as écrit quand même quelques milliers de pages dans ta carrière. D'abord, le Japon. Le terreau intellectuel de Saint-Étienne est fertile. Je rappellerai que tu es un élève de Jacques Bettmont, le grand géographe stéphanois de l'eau qui t'a précédé en 2012 à cette tribune. C'est lui qui t'a laissé travailler sur un sujet non directement hydrogéographique, le paysage du bassin de Nara au Japon, sujet de la thèse que tu as soutenue il y a maintenant 40 ans, en 1983. Fort de ton long séjour au Japon, tu acquiers sur ce pays une connaissance complète et de retour en France, tu enseignes sur ce pays et poursuis des recherches qui portent désormais sur l'insularité, mais aussi la géopolitique. Ta production est abondante, voire surabondante, et il faut le souligner, d'un style vivant
qui est la marque de fabrique d'un enseignant-chercheur à l'esprit clair qui sait comment on parvient à capter l'attention d'un amphithéâtre de première ou deuxième année d'université, ce qui est tout de même un métier. Tous reposent sur un sens aigu de l'observation, sur des rencontres avec des acteurs de la vie japonaise et sur une grande empathie, même lorsque tu ne partages pas certains des choix des Japonais et de leurs dirigeants. Les grands éditeurs de manuels ne s'y trompent pas et tu publies successivement le chapitre sur le Japon de la géographie universelle de Roger Brunet en 1994, un Japon chez Armand Collin en 1997, un autre chez Belin en 2003, un très original livre sur la Japonésie, géopolitique et géographie historique de la surinsularité japonaise au Japon chez CNRS Éditions déjà, 2 idées reçues chez Cavalier Bleu, des petits livres indispensables qu'il faut recommander à tous ceux qui se rendent au Japon pour la première fois, 2 ouvrages de géopolitique, documentation française et CEDES, et j'ajoute le subtil essai intitulé « L'invention du Japon », Cavalier Bleu, et un livre très neuf et de haute érudition intitulé « L'Extrême-Orient, invention d'une histoire et d'une géographie » en 2011 chez Folio. Plus quelques essais plus particuliers sur les îles Goto où vivent des communautés de vieux catholiques et un autre sur les Yakuza. Et enfin, pour faire transition avec l'un de tes autres thèmes de prédilection, un essai plus confidentiel sur un penseur socialiste et anarchiste japonais que tu es parvenu à repérer, Kotoko Shusui. Cette abondante production fait de toi l'un des meilleurs spécialistes du Japon, qui est désormais un pays un peu moins mystérieux pour les Français, ce qui ne l'empêche pas de demeurer diablement exotique en comparaison de la France d'aujourd'hui. Souhaitons que tu puisses poursuivre dans cette voie. Deuxième thème, l'anarchie et reclus. La Société de géographie ne se désintéresse évidemment pas de la politique, sinon elle se priverait à la fois de clés de compréhension du monde et de réflexion sur les solutions aux problèmes que rencontre l'humanité pour habiter la Terre, lesquels relèvent largement de la politique au sens noble de la gestion des affaires de la cité. Nous savons que tu te revendiques membre de la famille anarchiste, ce dont tu ne t'es jamais caché, mais ce choix ne t'a pas empêché de rendre compte du Japon, d'aimer ce pays en entrant dans les mentalités de son peuple. Et ce pays est sans doute l'un des moins anarchistes qui soit, je parle sous ton contrôle, et celui des Japonais qui sont dans la salle. Cette intimité avec la culture nippone explique que dans tes convictions résolues et tes actions militantes, tu sais prendre tes distances et éviter le sectarisme en te disant, je te cite, « Tiens, au Japon, ça ne se passe pas comme cela ». Entre parenthèses, il faudra que nous débattions un jour de la contradiction que tu perçois entre le libéralisme et le souhait que l'État exerce avec fermeté ses missions régaliennes, armée, police, justice et diplomatie. Mais on fera ça un peu plus tard. Ce que les libéraux récusent, me semble-t-il, c'est le fait que l'État se mêle de tout, ce qui bafoue le principe de subsidiarité, aboutit à la déresponsabilisation des individus et des corps intermédiaires, au mépris des libertés et de la démocratie, ainsi qu'à une fiscalité confiscatoire. Ce débat, tu ne le refuses pas, et je salue ta position, hélas rare dans notre sphère intellectuelle, tout spécialement dans les sciences humaines, y compris dans la géographie contemporaine. Tu as récemment écrit, je te cite, « Il n'est pas question de faire de l'école ou de l'université un lieu d'endoctrinement. Au contraire, il s'agit plus que jamais d'y cultiver la pensée libre, la controverse digne, la rigueur de la recherche, la qualité de son exposé, y compris en critiquant ses propres convictions. » C'est une impeccable profession de foi. Tu n'es pas le premier membre éminent de notre société. Je t'informe, d'ailleurs, peut-être tu ne le sais pas, que tu deviens ipso facto membre de la Société de géographie dans la catégorie des membres d'honneur en recevant notre Grand Prix. Donc tu n'es pas le premier membre à te rattacher à la famille libertaire ou anarchiste, puisque l'un de tes maîtres à penser, Élisée Reclus, sur lequel tu as beaucoup écrit, a été particulièrement actif en notre sein. Nous conservons de lui quelques souvenirs émouvants dans notre petit musée et dans nos archives. Il a reçu en 1892 une grande médaille d'or à titre exceptionnel. C'est dire à quel point notre société est une tour des vents ouverte à tous les courants de pensée. Tu lui as consacré ainsi qu'à l'anarchisme plusieurs ouvrages engagés, soucieux de combattre les caricatures, comme dans le petit volume de l'excellente collection Idées reçues. Tu rappelles d'ailleurs dans Écologie et géographie que Reclus était profondément optimiste quant à l'avenir de l'humanité
et qu'il serait aujourd'hui mis au banc de la société, voire brûlé en place de grève, pour avoir osé écrire ce propos anti-malthusien. La terre est assez vaste pour nous porter tous en son sein, elle est assez riche pour nous faire vivre dans l'aisance. Bien que fils de pasteur calviniste, il était tout sauf puritain. Même si l'on n'est pas anarchiste, on ne peut qu'être séduit par de multiples aspects de sa pensée géographique. J'en retiens qu'un seul que tu as bien cerné. Il ne sépare pas éthique et esthétique. La beauté de la terre et des paysages est une garantie de la dignité humaine. Il a parfaitement compris qu'en matière d'action sur son environnement, l'humanité est capable du pire comme du meilleur. Elle peut dégrader, mais elle peut aussi transfigurer. Et puis quelle plume, quel souffle épique anime toute son œuvre. C'est un peu le Victor Hugo de la géographie. Troisième thème, écologie et géographie. La critique solidement étayée de l'écologisme et dans une moindre mesure de l'écologie est le troisième volet majeur de ton œuvre. Cette grande peur des années 2000 est en passe de réduire au silence les scientifiques, les décideurs de toutes catégories et plus généralement tous les honnêtes gens qui aspirent à vivre en paix et aussi confortablement que possible dans notre monde. Ton diagnostic est sévère, mais plus que convaincant, et l'on s'étonne qu'il ne remporte pas l'adhésion de tous les géographes. À l'occasion du FIC 2023, consacré au thème des urgences, au cours duquel le numéro spécial de la géographie a reçu une volée de bois vert de la part des organisateurs, je n'y insiste pas, tu as exprimé tes convictions avec vigueur dans la revue Historien Géographe, qui est la revue donc de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Je te cite, « La spiritualité philosophique, qui ne se confond pas avec la religion, est ratiboisée par la rationalité calculatrice et instrumentale. L'écologisme puritain, qui veut remplacer le Dieu des monothéistes ou les divinités du panthéisme par la nature, avec un grand N, érigé en nouveau sujet de pensée, comme de droit, n'offre qu'un maigre palliatif. Ce manifeste devrait rallier les suffrages de tous les géographes qui ont chaussé leur semelle de vent, encore une fois, et qui possèdent un minimum de culture historique. Tu as consacré plusieurs ouvrages aux dérives de l'écologisme. Je citerai par exemple Climat et capitalisme vert chez Nada 2015 ou Effondrement et capitalisme vert, la collapsologie en question, toujours chez Nada 2020. Mais dans le maître ouvrage Écologie et géographique, tu as publié il y a 1 an maintenant, tu distingues bien 2 approches. La géographie, qui remonte à l'Antiquité grecque, nous le précisons au panthéon de cet amphithéâtre, est la connaissance de l'espace, laquelle fait la part belle à ce que tu appelles l'empirie, c'est-à-dire aux données de l'expérience. Alors que l'écologie, qui date d'à peine un siècle et demi, prétend être un savoir reposant sur un concept on ne peut plus ambigu, celui de la nature. Par ailleurs, le pragmatisme de la géographie fait qu'il ne peut exister de géographisme, alors que fleurit un écologisme qui se veut action politique prétendument fondée sur une science exacte, en réalité sur une bonne dose de pensée magique et de peur irrationnelle. Écologie et géographie est d'une folle érudition et demeure en même temps lisible. Tu as abordé d'innombrables sujets qui éclairent notre présent et donnent des clés pour regarder l'avenir avec un minimum d'espérance. Tu as épluché et assimilé la pensée de plus d'1 millier d'auteurs connus et moins connus. Tu as surtout démontré les insuffisances de l'écologie elle-même. Je te cite. Ce qui distingue l'approche de la géographie qui a pour principe de décliner les échelles, micro, méso, macro, et celle de l'écologie qui, à partir du moment où elle part du bios, la vie, considérée comme un tout, envisage difficilement les aspérités horizontales et monte très rapidement en généralité, cette extrapolation a pour effet de se tromper parfois sur les causes comme sur les conséquences. Par exemple, un incendie de forêt est-il lié au climat ou à la gestion de la forêt ? La cause est-elle locale ou globale ? Fin de citation. Tu fustiges la tyrannie du global par rapport au local et celle de l'imaginaire déesse Gaïa qui bloque, je te cite encore, l'émancipation individuelle et collective. Bref, tu n'as pas chômé au cours des 4 décennies de ta carrière. D'ailleurs, un chercheur qui n'enseigne pas est souvent obscur et peu productif. Un enseignant qui ne cherche pas et ne publie pas est très vite un fruit sec,
un répétiteur mécanique. L'un et l'autre sont ennuyeux et s'ennuient eux-mêmes. Ils sont en plus souvent immodestes et revendicatifs. Tu es le contraire de ces anti-modèles. Te lire aiguise l'esprit critique et invite au débat. L'ampleur, la pertinence, la clarté et le panache de ton œuvre te désignent depuis longtemps pour recevoir notre grand prix. C'est désormais, ou ça sera dans un tout petit instant, chose faite. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je souhaite dédier ce prix à la mémoire de Luce Fabry, 1908-2020, qui a obtenu l'équivalent d'un doctorat ès-lettres grâce à une thèse intitulée « L'œuvre géographique d'Élisée Reclus ». C'était en 1928, à Bologne. Son père et sa mère, qui se sont réfugiés en Uruguay, avaient dû fuir l'Italie de Mussolini. Luce, 2 ans après les lois fascistissimes, refusant de surcroît de faire le salut fasciste désormais obligatoire au début de sa soutenance, a eu l'audace et le courage d'accomplir ce travail que moi, je poursuis bien tranquillement dans notre maison au fond du jardin. Quand j'ai reçu la nouvelle de mon prix, j'ai eu immédiatement 2 réactions. La première, je me suis rappelé l'une des lettres qu'Élisée Reclus, qui s'est retrouvée dans une circonstance similaire en 1892, adresse à sa sœur Louise, désormais son bras droit après le décès de son mari, le gendre de Jules Michelet. Il lui écrit, donc je le cite, « Que faire ? Je n'ai absolument aucun droit d'outrager des personnes qui se conduisent galamment envers moi, comme Duveyrier, dont les idées doivent différer beaucoup des miennes, mais qui a la bonté, cette force qui plane au-dessus de tous les dissentiments humains. » Seconde réaction, j'ai une témoin, je songeais au matin de la veille à quelque chose lorsqu'en buvant mon café, je feuilletais écologie et géographie en m'exclamant in petto, mais qui peut bien lire ce pavé ? Eh bien, j'ai la réponse, et c'est pourquoi, à la fois pour l'occasion qu'il m'est donnée de rappeler une soutenance de 1928 et pour l'intérêt qu'il porte à l'ensemble de mon travail, je remercie le jury d'attribution du prix, ainsi que sa présidente, et la Société de géographie, ainsi que son président. De même qu'une centaine de grenadiers ne pourraient un à un dresser la colonne Vendôme, mais qu'une centaine y arrive une fois ensemble, mon travail n'est rien sans celui des autres, que je voudrais remercier. D'abord, Anaïs Champin, mariée Fougerolles, ma grand-mère, et Denise Fougerolles, mariée Pelletier, 2 Stéphanoises qui étaient des épistolaires infatigables et qui m'ont transmis le goût et la passion de l'écriture. Ensuite, Jean Pelletier, bourguignon de la montagne, mon père, qui m'a avoué, peu de temps avant son décès, qu'il pressentait que lui, postier, toute sa vie, aurait voulu être professeur d'histoire. Amoureux des voyages, de l'Italie notamment, et de la montagne, bien qu'il ait le vertige, il m'a donné le goût de la géographie, du camping et de la marche. En passant par le Val d'Ost en 1966, j'ai le soir même au camping griffonné quelques mots sur un carnet pour transmettre mes impressions quant à la vue des terrasses et des cultures en terrasse. Sans Jacques Bettemont, qui deviendra mon directeur de thèse, serais-je parti au Japon ? J'étais le seul à l'interpeller, gentiment, pendant les cours. Après ma maîtrise, il me dit en substance « Alors, Pelletier, vous vous intéressez au Japon ? Et pourquoi pas étudier la géographie du Japon au Japon ?» L'affaire était lancée. Je m'intéressais déjà beaucoup au Japon. L'affaire lancée de bourse en bourse. Bien que n'étant pas spécialiste du pays, Jacques Bettemont est resté mon professeur, parce qu'il avait ce regard extérieur si précieux et que sa géographie, au fond, était largement la mienne, explicitement et implicitement. Au Japon et ensuite, rien n'aurait été possible sans Augustin Berg, sans sa connaissance du pays et sans sa dynamique intellectuelle qui lui a fait monter des programmes de recherche dans lesquels il m'a impliqué. Bien sûr,
Lui et moi, nous ne situons pas sur le même plan d'existence, non sans cocasserie. À Potron-Minet, par exemple, je rentrais d'une longue nuit passée sur le terrain à Shinjuku-Sanchome et je tombais sur lui à l'entrée de la maison franco-japonaise, partant faire son jogging. Ébahissement mutuel. Je lui dois une confiance indéfectible, malgré les différences de tempérament, de point de vue ou de milieu. Et c'est pour ça que je me vois mal critiquer l'orientation qu'il donne à la mésologie, qui ne me convient pas. Via Augustin Berck, je suis gré de la confiance dont m'ont indéfectiblement témoigné Roger Brunet et l'équipe de la géographie universelle en me permettant de rédiger la partie Japon du volume sur l'Asie orientale, moi qui n'avais que 33 ans et une thèse de 3e cycle en poche. Le Japon. C'est immodeste que d'avouer que je ne fus pas trop surpris en y débarquant en octobre 1978, tant j'avais lu et vu de choses sur lui, à une exception près, à laquelle on ne pense pas trop finalement, géographe, problématique à resituer, l'odeur, les odeurs du pays. Mais c'est aussi un choc plus en profondeur. L'écriture, la langue, la nécessité d'essayer de penser en japonais sous peine de rien comprendre. Raisonner autrement, constater l'absence de transcendance, achever la réfutation du monothéisme. Le Japon, la confirmation de l'altérité, ou plutôt de cet autre soi-même, de cet extrême-orient devenu extrême-occident, qui nous annonce là-bas ce qui se passera ici, peut-être, peut-être pas, Hiroshima, Fukushima. Sans les étudiants et sans les collègues, ma réflexion géographique n'aurait pas avancé. Je pense notamment aux échanges et aux cours que nous avons faits ensemble avec Isabelle Lefort. Je remercie également Christine Bouteiller, la réalisatrice de ce film, Le géographe et l'île, 2016, que je trouve tellement beau et fin, bien que je sois trop bien placé pour en parler, et qui m'a fait comprendre les convergences entre le travail d'une cinéaste et celui d'un géographe. À moins d'être confié à un placard ou réduit à un narcissisme nombriliste, ce travail géographique, le mien donc, n'est rien sans celui des éditeurs, je devrais plutôt dire des éditrices en mon cas. Marie-Laurence Dubray, du Cavalier Bleu, me donne pratiquement carte blanche sur différents sujets. Elle a édité notamment 2 de mes livres auxquels je tiens beaucoup, mais qui ont l'élégante caractéristique d'être des succès d'estime, c'est-à-dire des flops. Soit Albert Camus, Élisée Reclus et l'Algérie, Les indigènes de l'univers, 2015, et mon préféré, qui a été cité, Les îles Goto, Voyage aux confins de la Japonésie. Livre dont l'écriture m'a paru d'une urgence absolue, immédiate. Il y a eu un excellent compte-rendu dans la revue La Géographie, et je remercie son auteur ici présent. Merci à l'équipe de CNRS Éditions, qui a permis la publication du dictionnaire critique de l'Anthropocène 2020, formidable aventure du groupe Sino-Rodon, à laquelle j'ai beaucoup contribué, et donc la publication également de Écologie et Géographie. Et je remercie notamment Blandine Janton, la directrice, qui nous a fait confiance, et Marie Bellosta, qui a effectué un formidable travail d'éditing. J'ai également une pensée pour les Reclusiennes, une autre aventure qui dépasse la géographie. Reste enfin le carré magique, avec ses 3 piliers féminins, Camille, Barbara, Geneviève. Les feuilles sont vertes en été, jaune à l'automne. C'est private joke, désolé, c'est la seule pour le moment. Sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible. Il y a bientôt un quart de siècle, d'aucuns nous annonçaient la fin de l'histoire. C'était l'idée d'un sensei, 3e génération japonais, Francis Fukuyama, grand-père, pasteur Ah, vous allez avoir du mal aussi. Hein. Donc, il est partisan de la congrégation protestante, fuyant la guerre russo-japonaise, donc du côté paternel. Grands-parents, Kawada, de Osaka et des montagnes de Yamaguchi du côté maternel. J'ai essayé de creuser davantage, j'ai rien trouvé, comme quoi bizarre. Nous avons vu ce que cette prophétie a malheureusement donné. Mais le nouveau mot d'ordre historique est désormais double. 1. Lutte contre le terrorisme, avec son lot d'amalgames confus. Et 2. Silicolonisation du monde, tout le monde sur les écrans, et vive la dite intelligence artificielle. Pendant ce temps, dans les transports en commun ou sur les trottoirs, nous marchons au milieu des zombies à qui un mégalomane de la Silicon Valley
viendra probablement greffer directement l'équivalent d'un portable sur son bras ou bien sur son lobe d'oreille. Dans la foulée de la fin de l'histoire, d'autres nous annonçaient la fin de la géographie, voire la fin des frontières. Avec la conteneurisation, les NTIC, Internet partout, les activités productives et reproductives devenant ubiquistes étaient censées pouvoir s'installer partout dans le monde sans grande considération pour leur environnement géographique, mésologique ou sociopolitique. Les géographes étaient donc condamnés à mourir d'une mort plus ou moins lente, éventuellement euthanasiés par un recyclage dans la promotion touristique réclamée par les tour opérateurs ou les croisiéristes qui sont à la foule sentimentale ce que sont les conteneurs à l'économie mondiale relocalisée. Nous sommes donc morts et pourtant bien vivants. Il est vrai que l'avenir de la géographie interroge. Ça a été évoqué. Elle a en partie accompli sa mission de découvrir le monde depuis qu'elle a été nominalisée sur les rives méridionales de la Méditerranée, de Cyrène jusqu'à Alexandrie, mais aussi sur les affluents du fleuve Jaune, passant dans le Henan pratiquement à la même époque. Outre la mesure astronomique et son application cartographique, les géographes, donc depuis l'Antiquité, font et exposent la connaissance des contrées et des peuples qui y vivent. Leur vision mobilise donc aussi l'histoire et l'anthropologie, la connaissance par le voyage et l'exploration, cela a été dit. Leur pratique découle largement des commanditaires économiques et politiques, connaître la géographie de la contrée à exploiter et à coloniser, des agents militaires, ça a été dit aussi, la géographie, ça sert aussi d'abord, à faire la guerre. Alors j'ai ajouté, c'est pour ça que je me suis un peu trompé, ça sert aussi à faire la paix, comme le signale un livre au maigre succès 2017. Elle débouche ces pratiques au XIXe et XXe siècle sur l'aménagement du territoire, généralement commandité par le pouvoir étatique, mais qui peut être aussi celle des communes et du communalisme. Donc un passage de la géographie descriptive à la géographie active au service d'eux. La géographie embrasse ainsi le monde. Pour vérifier si le monde l'embrasse, il faut se détacher du système de valeurs dans lequel nous avons grandi. L'Occident chrétien plutôt indo-européen, par exemple, et voir ailleurs. La fameuse géographie comparée de Karl Ritter, reprise par Élisée Reclus et tant d'autres. Allez voir dans le monde sinisé, bien sûr, l'une des civilisations les plus anciennes de l'humanité. Allez voir au Japon. La géographie est une science limite, puisque le réel dont elle s'occupe ne peut être entièrement objectivé. C'est un savoir. Sa connaissance du monde permet de tracer les territoires et de définir leur aménagement. Mais cette forme de domination s'affronte aussi à l'approche individuelle et humaniste, telle qu'elle est pratiquée par le voyageur libre et qui s'exprime aussi par l'appréciation des paysages, ce rapport intime entre l'homme et la terre, comme le disait Reclus, mais aussi Vidal de Lablache, Jean Brune, Maxor, Éric Dardel et tant d'autres. Cette forme ne doit donc pas supprimer ce que l'on peut appeler les coups de foudre paysagers, qui relèvent de cette géographicité de l'être géographique au monde, là où, dans un lieu et dans l'instant, nous sommes pris par l'émotion du regard. Notre-Dame des Vernettes, sous la neige, au pied de l'Aiguille Rouge, l'entrée dans la vallée du Drac de Champolléon, le panorama vers le nord-ouest à partir du Chira, au-dessus du Saut du Gier, le lac d'Aviliana au couchant, le Chogakuji au sud de Nara, le panorama du Mycène dans la mer intérieure, c'est la photo dite Big Blue dans la Japonésie. De nos jours, la connaissance des espaces terrestres va au-delà d'un catalogue de lieux, comme on le faisait jusqu'à il y a peu. Elle semble acquise, ainsi que leur rapportage, leur bornage, leur cartographie, y compris par des techniques de plus en plus sophistiquées, satellites, GPS, numérisation, SIG, cartographie par ordinateur, etc. Donc la géographie n'est plus seulement observation ou description, toujours utile, mais aussi instrument au service des gouvernances, donc du politique au sens noble du terme, vie de la cité, comme cela a été dit. Elle permet de prendre conscience du caractère planétaire ou global de notre habité, sans pour autant soumettre l'injonction globalitaire, le marché mondial, la planète à sauver, l'ordre géopolitique, à la réalité et à la nécessité de notre ici et maintenant, sans attendre les générations futures ou les consignes des dirigeants. À la fois écriture de la terre, au sens strict, ainsi que lecture de cette écriture, ou encore lecture de cette lecture, ce qu'on peut appeler la métagéographie, la géographie montre qu'il n'y a pas de sens au monde, sauf celui qu'on lui donne.
en opposition à toute philosophie de l'histoire si meurtrière. La géographie semble l'esquiver, cette philosophie, comme l'escrime, le pas de côté du kendo ou le contre-pied footballistique, l'échappatoire du désordre amoureux, ou encore la formule de l'œuf et de la poule dans la recherche des causalités, classique mais tellement commode. Nous sommes donc face à une forme de nihilisme accompagné de volontarisme, empreint dynamiquement de pessimisme et d'optimisme. Le sens devient alors celui de la finalité. Et l'on peut penser à Günther Anders dans L'obsolescence de l'homme lorsqu'il écrit « La finalité des fins consiste à procurer à la production des moyens sa raison d'être ». Mais la géographie, actuellement, risque d'être dépossédée par l'escalade scientiste et technologique qui anéantit le sens de l'orientation et le repérage au sein des territoires, sans parler des dérives induites par la géo-ingénierie qui, sous prétexte d'amélioration, nous prive du sens tactile de la terre et nous enferme dans une technobureaucratie et un gouvernement des savants d'autant plus redoutable qu'il se pare de la vertu absolue. Dans ce contexte, la philosophie de l'histoire, en ce qu'elle impose une téléologie linéaire, quasi verticale, tend à supprimer la vision horizontale de la géographie, avec sa déclinaison des échelles qui empêche de tout réduire à une seule dimension, avec sa vision du monde comme une mosaïque ou un palimpseste des milieux et des territoires, et non comme la bille bleue que seuls quelques astronautes travaillant pour le secteur militaro-industriel ont vu de leurs yeux vus. La philosophie de l'histoire nous pèse encore, car elle a pris une nouvelle forme qui engage et qui s'empare maladroitement de la géographie via l'idéologie et le politique. Désormais, ce n'est plus l'avenir radieux issu des contradictions d'un mode de production économique qui nous attendrait, mais la fin du monde pris sous l'effondrement collapsologique. Au fond, c'est la même logique qui est à l'œuvre. C'est la même eschatologie, avec le même substrat religieux ou prétendument laïque, très occidental de surcroît, parfois avec les mêmes intellectuels qui se recyclent. Ça a été dit, la nature aurait ainsi remplacé Dieu sous les coups des désastres environnementaux. La tâche des géographes, selon moi, est donc de reprendre le flambeau de l'interface nature-société, comme l'appelait Jacques Bettman. Flambeau qu'elle a hasardeusement laissé à d'autres qui sont partis sur d'autres bases, non pas celles des sociétés, des hommes et des femmes, de leur interrelation avec le milieu sous forme de mésologie, mais sur les bases de la biologie. Or, la biologie, science dure et non savoir, parle du vivant, mais aussi de la mort, en les manipulant toutes les deux. La biologie est proche de la médecine, dont les pratiquants semblent avoir oublié que c'était un art avant que d'être une technique. Elle nous concocte le biopouvoir, dont on a vu tous les effets lors de la crise du Covid et de son contrôle social, grandeur nature, justement. Après le mythe du surhomme, voici celui de l'homme augmenté à coups d'ingénierie. Les géographes ont donc beaucoup à faire ou à refaire en proposant une géohistoire de la nature. L'approche déductive, dogmatique, qui part d'un grand tout, que ce soit la planète qu'il faudrait sauver ou la mondialisation économique qu'il faudrait accélérer, se heurte à la démarche inductive, fine et précise du terrain, en confrontation avec toutes les aspérités. Le concept est important, mais il ne fait pas tout. Le système n'est pas la réalité, mais qu'une représentation de la réalité, comme la carte, nous le savons bien. Quand l'abstraction se met à vous tuer, il faut bien s'occuper de l'abstraction, néanmoins, nous dit Albert Camus dans La Peste. Le danger pointé par le nominalisme est en effet toujours présent. Comme le disait Stirner de façon provocatrice, la liberté n'existe pas. Seules les femmes et les hommes libres existent. Le climat ne se confond pas avec le temps qu'il fait. Le weather, selon les anglophones, ou tenki, selon les japonais, deux peuples insulaires soumis au vent de l'océan ou du continent, qui distingue bien les deux choses. Le climat est un concept qui formule la synthèse des conditions atmosphériques à long terme d'un lieu. Il relève d'une catégorisation qui renvoie autant à une pratique discursive, idéologique qu'au monde phénoménal. Le climat ne se confond donc pas avec les météores et réciproquement. Sa catégorisation relève d'une abstraction qui remonte notamment à Vladimir Köppen, qui l'a imposée à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Or, Köppen est un botaniste avant que d'être un climatologue. Sa classification des climats et la cartographie qui en découle reposent sur le besoin des plantes et non pas sur le besoin des êtres humains. Plantes européennes de surcroît. Besoin qui serait dicté par le temps qu'il fait. Avec
tout ce que l'on peut oublier dans cette classification, c'est-à-dire toutes les nuances vécues que le géographe connaît bien, à toutes les échelles, celles de l'habité, adret, Ubac, étagement, fond de vallée, fond de cuvette, bord de lac, bord de rivière, Finistère, île, Feune, Harmattan, etc., etc. Certes, face à l'anarchie des météores, l'être humain se sent désemparé, comme face à tout phénomène que sa démiurgie voudrait contrôler. Mais c'est le prix de son habité. Signalons au passage que Météo France est en train de fermer des dizaines de stations météorologiques, jusque-là tenues par des êtres humains, qui sont remplacés par des ordinateurs et des modélisations incapables d'observer la forme des nuages ou des orages, sans parler de l'adret ou de l'Ubac pour le gel, etc. Il y avait un article à propos de la station du Mont-Aigoual dans la géographie. La géohistoire de la nature, donc une analyse dans le temps, time et aussi weather, comme dans l'espace, nous rappelle combien la conception de cette nature varie selon les langues et les cultures, dont la mise en appareil ne peut rendre toute la complexité. Elle nous indique, cette géohistoire de la nature, combien la vision de la finitude n'est pas la même selon les peuples et selon les époques. Avec la démographie trop souvent oubliée de nos jours, elle constate que les êtres humains, certes, n'ont jamais été aussi nombreux sur Terre, mais jamais aussi autant concentrés. C'est-à-dire qu'au-delà des mégapoles existent de vastes espaces, parfois vides d'êtres humains, et donc la finitude ne se pose pas de la même façon selon les modes de production ou de consommation, c'est-à-dire selon les modes d'occupation de l'espace. Il n'y a pas de déterminisme des stocks physiques, mais bien des évolutions du marché, des rétentions, des spéculations, des prospectives. Pas seulement des ressources fossiles, mais aussi des ressources renouvelables. L'uranium au XIXe siècle n'était rien, il est tout au XXe et XXIe siècle. Surtout à l'heure du tout électrique et la nucléarisation du monde, tant civil que militaire, de même que le lithium, le coltan, l'yttrium et d'autres terres pas si rares que cela. La géohistoire de la nature doit donc se combiner avec la géopolitique, c'est-à-dire au vrai sens du terme, non pas cette vague spatialisation des relations diplomatiques auxquelles les médias et certains nous habituent, mais bien la combinaison du géographique et du politique. Il s'agit de repérer les nouvelles mines, les nouveaux points de production et de consommation, les lieux des data centers, les plateformes logistiques, les usines fabriquant des drones, et pas seulement les usines fabriquant des biscuits, les centres de rétention, les camps de réfugiés, les barbelés et le béton des murs, plus ou moins nouveaux, plus toute la machinerie policière et militaire qui les surveille, qui nous surveille. Il s'agit aussi de comprendre ce que, au nom d'une transition, certains voudraient accomplir en lançant un nouveau projet Manhattan, dont l'intitulé, selon moi, abject, suffit à faire frémir les mânes de Hiroshima et de Nagasaki. Enfin, la géohistoire de la nature s'accompagne aussi d'une métagéographie, c'est-à-dire une lecture des deux géographies, la géographie descriptive et la géographie active. L'analyse des idées qui les sous-tendent, des pouvoirs qui les animent, des enjeux qui se trament. Une géographie de la géographie, en quelque sorte, qui permet d'avoir un regard davantage extérieur, de ne pas être prisonnier des logiques internes à la discipline ou à l'académie, de dégager des lectures différentes de la géographie selon les cultures, tout en restant sous le prime de l'universel ou du cosmopolitisme, si vous voulez, sans lequel nous sommes divisés. Vive la géographie. Merci de votre attention.